Alors bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle, bienvenue, on a beaucoup de monde en ligne aussi ce soir, alors je les salue d'où qu'ils soient. C'est organisé conjointement par la TELUC qui nous accueille dans ses murs et la Toile des communicateurs. Alors la Toile des communicateurs, c'est une petite association de bénévoles qui sont professionnels en communication. Et le but un peu de nos activités, c'est vraiment d'ouvrir la porte à la relève, donc d'accueillir soit des nouveaux diplômés ou des jeunes sur le marché de l'emploi et leur présenter. Depuis 13 saisons, on organise ces conférences des grands communicateurs. Donc chaque mois, on fait venir une personnalité du monde des communications qui vient comme ça parler de son métier, un peu éclairer, ouvrir la porte à d'autres personnes qui viennent, eux, sur le marché du travail. Je disais que ça fait 13 saisons, donc on a dépassé la centaine de conférences. On en est très, très fiers. Si on dure depuis si longtemps, c'est parce qu'on a des partenaires solides qui nous appuient depuis le début. Bien sûr, la TELUC, donc, qui nous accueille dans ses murs, comme je l'ai dit. Son association étudiante aussi, qui nous soutient. Cette année, il y a Isarta qui s'est joint à nous comme un de nos partenaires principaux. Donc Isarta, c'est vraiment le site de recherche d'emploi, que vous soyez annonceur, enfin en recherche d'emploi ou au contraire recruteur. C'est un des sites incontournables sur le marché de l'emploi de la région. Et aussi, le dernier partenaire qu'on a, c'est le Canal Savoir qui nous filme ce soir et qui aussi nous diffuse. Alors merci à tout le monde. Cette saison, il reste encore une conférence avant la fin. Ça se passera le 1er juin. Et notre conférencier s'appellera Michel Solis, qui nous parlera du judiciaire dans Internet. Internet n'est pas un endroit sans droit. C'est donc le titre de sa conférence. Ce sera le 1er juin. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur nos conférences à venir, sur la toile des communicateurs et tout ça, je vous référerai à notre site web. Il est écrit ici ou là, toile.coop. Vous pouvez aussi nous suivre sur la majorité des médias sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et d'ailleurs, si vous voulez parler de la conférence ce soir sur Twitter, le mot-clé pour ça est GCOMMS, donc comme grand communicateur, GCOMMS. Je pense qu'il est écrit ici aussi, ou AstroTurfing pour les nouvelles de ce soir aussi. Alors, n'hésitez pas à partager sur Twitter, à nous faire part de vos commentaires en ligne. On les suivra en direct ici. Vous avez aussi reçu un petit questionnaire d'évaluation, que ce soit dans la salle ou en ligne. Prenez le temps d'y répondre. On aime ça, avoir vos commentaires et vos appréciations de la conférence. Si vous voulez être inscrit sur notre liste d'envoi pour être au courant des activités de la toile, mettez donc votre adresse sur le questionnaire. On gardera l'adresse pour nous, rassurez-vous, on la présentera à personne d'autre, ça restera entre nous, mais au moins vous serez tenu au courant de nos activités. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet pour ce soir. Donc, je disais que l'astroturfing, donc la fausse représentation en communication. Et pour en parler ce soir, on est vraiment la spécialiste en la matière. Elle est chercheure, formatrice, consultante en communication. Elle est titulaire d'un doctorat en communication. Elle travaille beaucoup dans les champs d'intérêt des relations publiques, des processus de création, de la diffusion d'informations, de l'évolution des médias, et toujours à la frontière ou à la rencontre entre la recherche universitaire et son application sur le terrain. Elle travaille aussi de très proche avec divers groupes de recherche, que ce soit le groupe de recherche en communication politique à l'Université Laval, la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, aussi le centre de recherche interdiversitaire sur la communication, l'information et la société, qui est toujours à l'UQAM. Alors, je pense que j'ai assez parlé. Je laisse la parole à notre grande communicatrice de ce soir, Madame Sophie Boulet. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'ailleurs aux grands communicateurs pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de se faire inviter et de pouvoir parler, dans le cas présent, de nos travaux de recherche. Parce que ce soir, ce dont je vous parle, en fait, tout ce que je vous communique, c'est principalement ancré dans mes travaux de doctorat. Et ça, plusieurs doctorants et professeurs le diront, c'est très rare qu'on peut parler de nos recherches à un nombre aussi grand et aussi important de personnes. Alors, je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais par contre, vous dire que ce soir, ce ne sera pas une présentation universitaire. J'ai préparé la présentation ce soir précisément pour qu'elle soit connectée à la réalité vécue sur le terrain par les praticiens. C'est très important pour moi qu'il y ait, comme monsieur le disait, une connexion entre la recherche et ce qui se fait tous les jours. Et c'est mon objectif aujourd'hui. Donc, si c'est l'aspect universitaire qui vous intéresse plus, la métho, la recherche, je vous invite à aller le lire dans le bouquin. Mais ce soir, on parle pragmatique, concret, pour repérer ce phénomène qu'est l'astroturfing. Donc, pour moi, je m'adresse ce soir aux praticiens de la communication, mais j'aimerais aussi m'adresser à vous à titre de citoyen. Parce que dans les faits,
quand on parle d'astroturfing, on parle d'esprit critique par rapport aux communications qui nous entourent. Et c'est là aussi l'objectif principal. C'est là la motivation principale qui m'a mené à ce sujet et à faire cette étude. Donc, amener les gens à être plus critiques face aux informations qui les entourent. Donc, ce soir, ce que je vous propose comme programme, c'est en fait de vous présenter ce phénomène-là, de vous présenter aussi très concrètement de quoi ça a l'air aujourd'hui dans votre vie, dans votre mobile, sur les sites web. De vous parler d'exemples concrets, sans bien sûr accuser formellement personne, vous me comprendrez bien, mais aussi en terminant le dernier tiers de la présentation, c'est d'avoir une réflexion sur les impacts de cette stratégie. Parce que parfois, certaines personnes vont dire « ce n'est qu'une stratégie de communication ». Mais ce n'est jamais qu'une stratégie de communication. Il y a toujours des impacts, des gens qu'on touche, des sujets dans l'opinion publique qu'on change. Et donc, c'est important pour moi qu'il y ait cette réflexion entre nous et cette discussion que j'espère que nous aurons à la fin de la présentation sur quels sont les impacts réels, pragmatiques. Et surtout, en tant que communicateur, qu'est-ce que c'est notre responsabilité à nous par rapport à ces pratiques-là? Comment est-ce que nous pouvons être de meilleurs communicateurs et démontrer par une pratique de plus en plus saine que le métier de communicateur est un métier à la déontologie solide et aux communications saines. Donc, ce soir, on va avoir l'ensemble de ces sujets à l'ordre du jour. Donc, d'abord, je pense que la première chose qu'il faut éclaircir, c'est astroturfing. De où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, ce ne sera pas là. Mais si vous ouvrez Internet, par exemple, là, vous allez avoir une multitude de propositions. Donc, je vais peut-être commencer par vous expliquer ce mot. Vous dire que dans le fond, vous le connaissez déjà. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui êtes amateurs de golf, de tennis, de football. Il y a des gens dans la salle qui lèvent la main. Donc, quand vous jouez sur des terrains synthétiques, vous jouez sur du turf. Et donc, AstroTurf, c'est la première marque commerciale qui a inventé ce fameux gazon synthétique, ce faux gazon. Donc, première notion à comprendre. Donc, ce mot astroturfing, en fait, c'est un néologisme qui a été amené par un politicien américain. Le sénateur Benson, aux environs la mi-année 80, 86 pour être plus précis, il est sénateur, il reçoit une campagne de communication, il reçoit des cartes postales, toutes identiques, toutes pareilles, super belles, 4 couleurs glacées, et ça se prétend être une campagne citoyenne. Le sénateur, en ayant vu d'autres et comprenant très bien quels sont les coûts reliés à une telle campagne, se dit « This ain't grass, it's turf ». Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit « Cette campagne de communication qui m'est adressée, ce n'est pas grassroots ». Donc, ce n'est pas un mouvement authentiquement citoyen, c'est plutôt du fake grassroots, donc du faux gazon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'expression astroturfing? Ça représente tout ce qui est un mouvement artificiel, tout ce qui se prétend citoyen, mais qui en fait est manufacturé, préparé artificiellement par quelqu'un. Quelqu'un qui a intérêt à ce que vous croyez que c'est réellement citoyen. Et c'est pour ça que cette expression-là est née donc d'une blague entre politiciens et a rapidement été reprise par la clique, si vous me permettez, de journalistes politiques, de politiciens, pour parler de ce phénomène-là qui était de plus en plus grandissant au tournant des années 80. Donc, pourquoi est-ce que, dans le fond, je procède par astroturfing? Pourquoi je fais ça? Plutôt que de parler honnêtement en mon propre nom. Mais en fait, la plupart des personnes ou des organisations qui vont choisir cette avenue-là le font pour une raison très simple. Ils sont convaincus que s'ils parlent avec leur vrai visage, que ce soit une entreprise, une industrie, un parti politique, peu importe, la manière dont nous recevrons leur message sera très différente que si c'est un citoyen qui s'exprime. Donc, c'est tout simple. Pourquoi je choisis cette avenue? C'est parce que je veux bénéficier de la crédibilité du citoyen et aussi, soyons honnêtes, j'ai un peu peur que si mon argument sort de ma propre bouche, on ne m'écoute pas, ou on ne me croit pas, ou on ait un esprit beaucoup plus critique face à ce que je dis par rapport au fait que c'était un citoyen, un voisin, un groupe qui l'exprime. Donc,
c'est cette idée au départ que j'ai fait de l'astroturfing pour que mon message soit encore mieux reçu, que les barrières à la réception tombent. Donc, quelle forme ça prend l'astroturfing? Je vous donne plein d'exemples dans les prochains 30 minutes. Mais il faut quand même définir qu'est-ce qui n'est pas non plus de la communication frauduleuse. En fait, pour vous décrire ça très simplement, il y a 2 critères pour décider si oui ou non on peut le blâmer d'être de l'astroturf. Premièrement, est-ce que la source se cache? Est-ce que la source réelle est cachée? Et ça, vous allez me dire, oui, mais c'est assez courant. Alors, le deuxième critère, c'est est-ce que cette source se met un masque citoyen? Et c'est seulement si j'ai ces 2 critères-là qu'on pourra alors parler d'astroturfing. Donc, le fait d'utiliser un porte-parole n'est pas du tout frauduleux. C'est normal, c'est usuel, c'est même enviable. Le fait de commanditer un événement, une pratique, n'est pas non plus de l'astroturfing. Il y a une pratique qui émerge, vous m'excuserez pour le terme anglophone, c'est le bear hugging, que d'autres personnes appelleront la corporate colonization. Alors, qu'est-ce que c'est pragmatiquement ça? Il existe un groupe citoyen, ou un OBNL, un groupe qui a des visées strictement humanistes, disons ça comme ça. Et là, il y a une entreprise, une industrie qui va financer fortement ce groupe-là. Donc, si vous voyez un peu visuellement le bear hugging, c'est donc, il y a un groupe qui existe et je vais l'entourer de mes forts bras, ou en tout cas de mes millions de dollars ou de mes centaines de milliers de dollars. Donc, le bear hugging, ou quand on parle d'une colonisation par une entreprise, une corporation, c'est donc dire que je m'infiltre dans un CA, je m'infiltre par mon argent dans des décisions. Il y a eu beaucoup de recherches, surtout aux États-Unis, qui ont essayé de prouver que dès que je mets de l'argent sur la table, je contrôle des décisions. Malheureusement, les gens sont très intelligents, il n'y a aucune trace de ça. Il est impossible par la recherche universitaire ou même par le journalisme de prouver qu'une fois que je mets 100 000, 200 000, 300 000, j'ai un réel pouvoir sur la prise de décision. Ces groupes de patients, surtout dans le pharmaceutique, bref, ces gens-là vont toujours dire non, 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 nous sommes financés, mais nous sommes indépendants. Donc, personne n'a réussi à le prouver, mais aux yeux des gens qui ont un esprit critique en communication, ça penche beaucoup du côté de l'astroturfing, il faut être très honnête. Aussi, peut-être tirer une ligne entre ce phénomène qui nous préoccupe tous, je pense, les communicateurs, autant les journalistes, les relationnistes, que le marketing de contenu. Le marketing de contenu est peut-être une stratégie de communication où la source est occultée, où on entretient un flou par rapport au processus de création de l'information, mais ce n'est pas de l'astroturfing parce qu'il n'y a pas le deuxième critère, donc il n'y a pas ce masque citoyen qui est porté. Donc, voyez-vous, c'est une chose qui n'est pas évidente quand on commence à parler d'astroturfing, c'est d'essayer de définir qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui en est pas. Et c'est normal qu'il y ait une zone de gris là-dedans, et on va naviguer à travers ça ensemble toute la soirée avec les différents exemples. Je vais essayer de clarifier ça avec vous. Si vous suivez les médias, si vous suivez Twitter, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres expressions qui vont référer au même principe que celui dont on parle ce soir. Entre autres, je sais que plusieurs médias utilisent le mot « similitantisme » pour parler d'astroturfing. Et je trouve que c'est un néologisme aussi super intéressant, d'abord parce qu'il est en français, mais surtout parce qu'il l'incarne très bien. Qu'est-ce que c'est l'astroturfing? C'est simuler du militantisme réel et authentique. Donc, pour toutes les stratégies d'astroturfing qui se passent sur le terrain des affaires publiques, des revendications citoyennes, ce mot-là est très intéressant. Tandis que dans la sphère de la communication marketing, on utilise plutôt le mot, l'expression des informations populaires planifiées. C'est un peu plus long, mais je vous dirais que dans la mesure où c'est l'expression que le Bureau de la concurrence du Canada a choisie, c'est le mot donc qui domine maintenant les conversations. Mais vous comprenez bien, donc une désinformation populaire donc à l'ensemble d'une population, bien planifiée, bien structurée. Donc, si vous naviguez à travers ces termes-là, on parle toujours de la même chose ensemble ce soir, donc d'astroturfing. J'ai pensé
commencer donc le vrai contenu avec vous en vous en séparant l'astroturfing le plus courant en deux grandes familles. D'abord, celui qu'on retrouve surtout dans la sphère commerciale, qui va peut-être intéresser les gens qui œuvrent plus dans la communication marketing. C'est extrêmement courant, c'est extrêmement facile à faire, et ce type d'astroturfing se fait surtout en ligne, je dois l'avouer, et majoritairement dans le 2.0. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle est la forme principale de l'astroturfing en marketing? Ce sont les faux témoignages. Donc, un citoyen ou un simple consommateur qui ne représente que lui-même et ses propres intérêts, qui va faire la promotion ou la critique très positive d'un produit, d'une organisation, d'une marque, peu importe. Donc, vous voyez les 5 étoiles, c'est très typique lorsque j'ai étudié 99 cas d'astroturfing, il y avait entre autres beaucoup de cas où on embauchait des gens pour qu'ils génèrent des critiques positives. Et il y a même eu des critiques envers une agence qui s'était spécialisée à faire en sorte que votre application se retrouve automatiquement avec 5 étoiles dans le App Store. Automatiquement. Donc, c'est simple, c'est facile, c'est peu coûteux. Donc, ces fameux faux commentaires en ligne, c'est la panacée présentement. C'est tellement la panacée que les sites qu'on dit de crowdsourcing, donc TripAdvisor, tous les sites qui se nourrissent de vos commentaires, en fait, ont dû développer des techniques et des politiques internes pour s'assurer en fait, vous rassurer sur l'authenticité de ces commentaires-là. Entre autres, TripAdvisor, qui est un site très connu, je le crois bien, a une politique d'authenticité et d'intégrité des commentaires et ils prennent la peine de vous l'expliquer parce qu'ils savent bien que si vous perdez confiance envers les commentaires qui sont sur leur site, ils vous perdent vous. Et s'ils vous perdent vous, ils perdent leurs revenus. Donc, c'est pour montrer à quel point l'astroturfing mine les activités commerciales. Ces entreprises-là vont jusqu'à se prémunir de tout ça. Dans la recherche que j'ai faite, le premier cas qui a amené à une réglementation gouvernementale, c'en est un de communication marketing. En fait, c'est dans l'État des États-Unis. C'était une entreprise qui s'appelait Lifestyle Lift. Grosso modo, chirurgie esthétique. Et ils faisaient des fausses promesses quant aux résultats, aux surprises. Et donc, ils ont été poursuivis et l'État américain a, à partir de ce moment-là, en 2006, émis une loi disant que les faux témoignages en ligne seraient punis. Donc, en 2006, déjà, aux États-Unis, on voit émerger une réglementation. Que ce soit en Australie, à l'Union européenne, la plupart des pays ont dans leur loi sur la consommation, sur la concurrence, maintenant des clauses contre l'astroturfing ou la désinformation populaire planifiée. Donc, c'est sûr que c'est assez récent chez nous au Canada. Le Bureau de la concurrence donc, met ces informations-là sous la rubrique « pratiques commerciales frauduleuses ». Mais disons qu'ils ont commencé à frapper fort. Il y a des grandes entreprises à qui ça a coûté plusieurs millions dans les derniers mois. Et je pense que le message est clairement lancé. Il est impossible maintenant de faire une stratégie de marketing basée sur l'astroturfing. Donc, ça peut être parfois des grandes entreprises qui vont investir massivement pour promouvoir un forfait, promouvoir un produit. Mais parfois aussi, ça va être tout anodin. Dans les cas que j'ai pu trouver, c'était triste en fait. C'est un auteur qui faisait la promotion anonymement de son ouvrage. S'est fait prendre. Les gens ont repéré son adresse IP avec l'adresse IP de la maison d'édition. C'était malheureux, mais de toute façon, c'est une chose aussi qu'on va parler plus tard, c'est que les nouvelles technologies facilitent l'astroturfing, mais elles facilitent aussi leur délation. Donc, on ne peut pas s'imaginer en 2016 faire ça en toute impunité. C'est fort improbable que ça fonctionne. Donc, au Québec, il y a déjà Options consommateurs qui a produit un rapport très intéressant pour nous mettre en garde face aux blogueurs/annonceurs. Donc, pour éveiller un œil critique par rapport à ça. Donc, la réglementation existe pour l'astroturfing commercial, à des fins de marketing. Et c'est très bien.
Sauf que mon problème, c'est que dès qu'on sort de la sphère commerciale, alors là, c'est le Far West. Dans tous les autres cas d'astroturfing que vous pouvez voir, ou en fait que vous ne voyez peut-être pas, c'est chacun fait sa loi, chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas, à part quelques préoccupations de la part du commissaire au lobbying, qui fait vraiment le maximum qu'il peut faire dans le cadre de ses possibilités, il y a vraiment une jungle où chacun fait ce qui lui plaît. Pour illustrer l'ampleur de ce qu'il est possible de faire en astroturfing, j'utilise souvent une histoire très fictive, là, vous allez voir, ça c'est impossible que ça arrive, d'une entreprise, d'une industrie qui voudrait s'installer dans une ville. Et pour ce faire, elle va devoir faire 3 choses de manière simultanée. Elle va devoir faire les démarches d'affaires, elle va devoir convaincre les élus municipaux, n'est-ce pas? Faire du lobbying. Et elle va surtout devoir convaincre la population locale du bienfait. Parce qu'on sait tous très bien, nous, en communication, qu'en 2016, sans acceptabilité sociale, il n'y a pas de projet. C'est aussi simple que ça. Donc, à ce moment-là, si je suis une entreprise qui veut m'installer ou passer sur un territoire ou utiliser une ressource naturelle, ou peu importe, aujourd'hui, il est impossible de penser mener son projet sans avoir un appui citoyen. Mais bon, un appui citoyen, ça peut être long et complexe à avoir et à obtenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je m'en invente un. Il n'y a pas de problème. Je vais aligner les milliers de dollars et je vais m'en créer un appui citoyen. Certainement. Et c'est ça, l'astroturfing. C'est de faire en sorte de donner l'impression que notre projet est porté par les citoyens. Donc, c'est beaucoup plus simple de payer pour le faire que de les convaincre un à un. Mais plus on va avancer dans la soirée, plus vous allez voir que les dangers sont très grands. Mais dans les faits, c'est ça la logique. Pourquoi je m'embarque là-dedans? C'est parce que c'est plus simple, c'est plus rapide et parce que j'ai l'argent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que Radio-Canada a fait une super capsule en collaboration avec eux. On a fait une super capsule de quelques minutes qui explique l'astroturfing. Et souvent, je m'en sers en classe ou auprès des clients qui voudraient peut-être aller du côté obscur de la force. Donc, ça explique très rapidement qu'est-ce que c'est l'astroturfing et c'est très intéressant. Je vous encourage à aller voir ce que les Numéricains ont fait. Donc, à partir du moment où je suis un industriel, peu importe, et je décide que je veux me fabriquer un appui citoyen, c'est pas sorcier. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une super stratégie de communication. Je vais déployer tous les moyens possibles et imaginables que le monde des relations publiques, des affaires publiques, du lobbying, ce que tout le monde a choisi, ce que tout le monde a déjà fait, je vais le faire à mon tour. Mais je vais le faire en portant un masque. C'est ça l'astroturfing. Donc, qu'est-ce qui est le plus populaire comme moyen de communication astroturf? En fait, ça va être tout ce qui impose, tout ce qui amène un visage citoyen, physiquement, pragmatiquement, un visage qui va paraître aux actualités, qui va paraître en ligne. Donc, l'idée, c'est de mettre de l'avant des vraies personnes. Donc, si vous avez beaucoup de moyens, la première chose que vous faites, c'est que vous créez un faux groupe de citoyens. Entre vous et moi, créer un groupe de citoyens, ça prend une soirée, ça. On s'assoit quelques-uns, on s'invente un nom, on se monte une page Facebook, un compte Twitter, quelques photos, et c'est fait. Donc, créer un groupe citoyen ou, ce qui est plus courant, se créer une façade, donc donner l'impression que j'ai un groupe de citoyens qui existe, c'est très simple et c'est très peu dispendieux. Une page Facebook, un fil Twitter, je peux acheter quelques followers auprès de Twitter, une publicité bien placée sur Facebook, ça se fait assez rapidement. Donc, la première étape, ça va être d'exister en tant que groupe citoyen. Et on va prendre toute la panoplie habituelle de moyens qui s'offrent à nous. Ce qui est aussi assez courant, c'est d'embaucher des manifestants. Je vous ai mis une photo une image, en fait, de quelqu'un qui a fait une déclaration qui avoue avoir été payé pour aller manifester. Donc, c'est un métier
c'est des contractuels qui reçoivent des salaires très intéressants pour se présenter à telle heure, telle date avec une pancarte écrit ceci, cela. Et c'est parfait parce que ce sont de vraies personnes qui ont des messages clés à dire, qui ont une pancarte faite maison, hein? Très, très faite maison. Ils se présentent, ça fait des belles images pour les actualités, et ça se termine. Merci, bonsoir. Encore une fois, c'est beaucoup moins cher de payer ces gens-là 20 $ l'heure que de monter une réelle organisation. Donc, vous, aux actualités le soir, vous écoutez, vous croyez qu'il y a une réelle manifestation, qu'il y a vraiment des gens qui ont investi de leur temps personnel pour se déplacer, ça vous impressionne. C'est ça aussi la ligne de connexion de l'astroturfing. C'est de vous faire croire que vos concitoyens, eux, y ont mis de l'énergie. Et c'est très puissant, ça, comme pour vous convaincre. Donc, une fois que j'ai entrepris tout ça, si moindrement j'ai un peu d'expertise en communication ou j'ai des moyens, je vais continuer avec une campagne numérique. On va utiliser beaucoup des tweetbots. Donc, il est facile, en moyennant quelques dollars, quelques centaines, mettons, de créer une tempête Twitter. Donc, beaucoup d'entreprises ont des comptes latents. Vous pouvez les payer et ces comptes-là vont retweeter, vont faire des actions pour stimuler l'activité autour de votre information. Et à ce moment-là, rapidement, vous devenez une actualité. Vous devenez une tendance sur Twitter. Quand on devient une tendance sur Twitter, ça intéresse les gens, ça intéresse les médias. On passe donc à l'ordre du jour médiatique. Donc, tout ça, ça peut tout se faire par une personne à un bureau et on peut avoir l'air rapidement d'un grand groupe organisé. Donc, ça pourrait continuer et continuer. Comme je vous l'ai dit, l'important à retenir, c'est qu'il n'y a pas certains moyens de communication qui sont AstroTurf et d'autres non. Ce n'est pas ça le concept. C'est le principe de l'approche. C'est le principe qu'au départ, je suis masqué. Et après ça, tout ce que je vais faire va être mensonger et frauduleux. Et donc, l'idée dans tout ça, c'est de comprendre que l'important, ce n'est pas tant le message qui m'est envoyé, mais d'essayer de comprendre qui me l'envoie, qui est la source. Est-ce que cette source-là est crédible? Et c'est ça toujours quand je parle à des cégepiens ou des jeunes de première année d'université, c'est ça la vraie question. Qui te parle? Est-il crédible? Les connaissez-vous? Allez-vous plus loin qu'un clic? C'est ça vraiment qui nous permet de comprendre l'astroturfing. Je vous ai peut-être des petites informations pour vous donner une idée de, dans la recherche, quels sont les grands cas ou quels sont les grands enjeux autour desquels on a décelé le plus d'astroturfing. Alors, vous ne serez pas étonné de voir que souvent, l'astroturfing est relié à un enjeu financier important. Et les gens qui vont en faire d'une ampleur assez importante sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, dans la recherche, j'ai trouvé beaucoup de groupes AstroTurf et de campagnes AstroTurf autour de tout l'enjeu de la net neutrality qu'il y a eu aux États-Unis. Donc, vous savez, la bataille entre câblo-distributeurs et contenu. Donc, la bataille entre les gens qui fournissent le canal Internet et ceux qui fournissent le contenu. Donc, chacun des deux camps avait un point de vue par rapport à une nouvelle réglementation que la FCC allait développer. Et chacun des deux camps a déployé tout ce qu'il pouvait parce que cette nouvelle réglementation-là allait complètement chambouler leur milieu, leur industrie, leur projet d'affaires. Donc, quand les gens veulent avoir accès à quelque chose pour faire de l'argent ou lorsqu'ils craignent de perdre de l'argent, ils vont aller par tous les moyens et ça inclut l'astroturfing. Il y a aussi eu beaucoup d'astroturfing autour de l'Obamacare. Donc, on se rappelle, Obamacare, donc, qui est passé finalement le projet d'assurance maladie des Américains. Alors, vous imaginez tous les groupes d'intérêt et les industries et les groupes, je vous dirais, plus politiques qui avaient intérêt à influencer ce vote. L'argent qui a été mis pour orienter ces débats, c'est époustouflant. Donc, autour d'Obamacare, tant des pharmaceutiques, des hôpitaux, des partis politiques, des super PAC, les gens qui ont tenté, par l'astroturfing, d'influencer l'opinion publique, c'était terrifiant. Et honnêtement, un peu tout le monde s'y est mis. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un côté qui est plus blanc que blanc, au contraire. C'est une mesure de guerre.
l'astroturfing lorsqu'arrivent certains enjeux dans les sociétés. Donc, dès qu'il y a un gros projet de loi immense, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait quelque part. Les deuxièmes sphères où on le voit le plus d'astroturfing, c'est lorsqu'il y a des enjeux industriels forts. Donc, les pharmaceutiques sont très, très, très présentes. Je vous donne un exemple. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle les Grey Panthers. Donc, on peut s'imaginer, c'est un groupe de patients de 60 ans et plus qui prônent le développement et l'acceptation de nouvelles médications par les organismes gouvernementaux. Alors, c'est un groupe citoyen, financé par des pharmaceutiques, qui vont à tour de rôle promouvoir l'acceptation de certains médicaments. Donc, à ce moment-là, on voit très bien qu'il y a des gens qui ont certains intérêts qui poussent des messages. Tout ce qui a rapport aussi au pétrole, à l'énergie, c'est aussi des endroits où il y a des sommes majeures en jeu, où j'ai vu beaucoup de cas. Je vous en explique un très, très divertissant. En fait, c'était Energy Citizens. Il y a un gros rallye américain. Tu sais, les autobus, la fanfare, les hot dogs, let's go. Tout ça est un groupe citoyen, un rassemblement spontané de citoyens pour le pétrole. C'est la fête, là, c'est terrible. Donc, il y a un groupe, 3-4 journalistes qui essaient d'entrer dans la fête. Parce que quand même, c'est un rassemblement citoyen. Je devrais pouvoir m'intégrer. Oh que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils se sont fait rebuter par la sécurité. Il y avait de la sécurité. Et en parlant aux gens qui arrivaient dans des beaux bus climatisés, par ailleurs, ils ont avec des beaux t-shirts aussi, tout bien identifiés, c'est magnifique. Et donc, ils ont compris que finalement, ces gens, ces centaines de personnes, c'était des employés de pétrolières à qui on avait dit un après-midi barbecue, fun, 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 après-midi relax. Mais c'est pas ça qu'on a vendu aux médias, c'est pas ça qu'on a vendu sur les médias sociaux. Et donc, voyez-vous, c'est tout simple de créer une image qui va être relayée après. Vous me direz, ça prend des sous, mais malgré tout, c'est simple. Donc, les exemples comme ça, on pourrait les dérouler. Vous imaginez bien aussi que l'industrie du tabac a fait plus que sa part d'astroturfing. Donc, c'est ça qui est intéressant de l'astroturfing, c'est que ça peut être des petites actions par une petite entreprise qui fait ça, des faux commentaires en ligne, mais ça peut aussi prendre une ampleur exceptionnelle et impliquer des millions de dollars. En fait, à Washington, c'est des milliards par année, l'astroturfing, parce que chacun va tenter d'influencer des enjeux à sa manière. Donc, est-ce que, essentiellement, on pourrait résumer l'astroturfing à une chose? C'est une quête d'acceptabilité sociale. Pour moi, je pense que c'est la manière la plus simple d'expliquer pourquoi je veux faire l'astroturfing. Je veux donner l'impression que mon message est porté par la voix citoyenne, simplement. Je voulais vous résumer 2 messages avec cette diapo. D'abord, il peut y avoir les grands déploiements, comme je viens d'expliquer, de groupes avec des stratégies, des campagnes, des rallyes, des autobus. Mais il peut y avoir, comme je vous disais, l'auteur dans son bureau qui essaie de faire sa propre promotion, qui est sans malice, mais qui quand même, et c'est ça qui nous intéresse ici, a un processus de communication qui est frauduleux. Donc, qu'on soit dans la grosse stratégie ou dans la micro, c'est le même principe. Et l'autre message que je voulais vous lancer, c'est qu'il y en a partout. Partout, partout, partout. Juste cette semaine, j'en ai tweeté un. Les campagnes présidentielles, présentement, ça regorge d'exemples divertissants. Et là, justement, c'est les blogs qui vont dire « ça y est, je m'enlève le masque, je travaille pour l'équipe de et on m'a demandé de faire du turf pendant les dernières 3 semaines. » Et là, c'est le cœur ouvert sur « voici l'équipe de tel candidat fait de l'astroturfing ». Donc, la communication électorale, donc beaucoup d'enjeux aussi financiers, est un endroit où on en a vu plusieurs. Au Canada, on a vu dans les dernières élections des directeurs de communication qui alimentaient des blogs anonymement. C'était les mêmes lignes, c'était les mêmes trucs qu'on les communiquait. Ça prend 5 minutes à un œil un peu aguerri pour voir ce qu'il en est. Donc, l'idée, c'est que toutes les sphères de la communication vont en avoir. Dans la recherche, j'ai aussi vu des exemples faits par des gouvernements.
Et parmi les cas les plus connus, on parle du 50 cents Army. Donc, le gouvernement chinois paie ses citoyens l'équivalent de 50 sous le commentaire pour qu'ils fassent la promotion du régime sur diverses interfaces à travers le monde. Et il y a plusieurs gouvernements, notamment du Moyen-Orient, qui vont payer aussi. Donc, ce que nous, on appelle le PPP ici, ce n'est pas la même chose dans l'astroturfing. Dans l'astroturfing, le PPP, c'est le Paper Post. Donc, on est rémunéré au nombre de commentaires qu'on fait. Donc, ça, c'est pour vous dire que c'est comme si, malheureusement, c'est apatride l'astroturfing. Tout le monde qui pense qu'il peut y gagner pense à très court terme, malheureusement, et il va s'y adonner, en espérant toujours de ne pas se faire prendre. Mais ça, comme je l'ai dit, il faut être un peu sot pour penser que je ne me ferai pas prendre. Si tout le monde en fait, entre vous et moi, ce ne serait pas des milliards de dollars d'investissement par année s'il n'y avait pas un certain retour sur investissement. Il faut être honnête. Et ce n'est pas agréable pour moi de vous le dire, mais ça marche. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut s'y intéresser, parce que ça marche et parce que donc, ça vous influence, vous, à tous les jours, à votre insu. Donc, pourquoi ça marche, hein? Pourquoi est-ce qu'on réussit à vous convaincre? Parce que la pierre angulaire de l'astroturfing, c'est cette voix citoyenne. Cette voix citoyenne, il y a des gens de Sciences Po dans la salle, ça a une crédibilité exceptionnelle en démocratie. Il y a tout un aspect là, théorique où on n'ira pas, mais quand j'entends mon voisin m'exprimer quelque chose, nous partageons un statut. Je me projette dans ses idées. Il y a une affinité. Je lui fais confiance, plus qu'à une corporation, plus qu'à un politicien, parfois même plus qu'à un relationniste, honnêtement. Donc, l'idée, c'est que cette crédibilité, elle vaut cher. Ensuite, il faut être honnête aussi, quand je fais de l'astroturfing, je veux passer dans l'opinion publique à travers les médias pour rejoindre le pouvoir, le politique. Et la voix citoyenne, comme je vous dis, elle est très écoutée par les concitoyens. Mais la voix citoyenne, elle est aussi très écoutée par les gouvernements. Parce que théoriquement, hein, ils gouvernent pour nous, hein, ils doivent nous représenter dans leurs décisions. Donc, un gouvernement qui n'écouterait pas une voix citoyenne forte, bon, théoriquement, hein, ça ne devrait pas durer très longtemps, cette situation-là. Donc, le gouvernement, par principe, tend l'oreille à la voix citoyenne beaucoup plus qu'à d'autres voix. Et puis finalement, les médias, c'est dans leur ADN, c'est dans leur mission de base, donc ce qu'on appelle, nous, la responsabilité sociale des médias. Ils ont l'obligation, dans leur mission, de représenter la voix citoyenne, de représenter une diversité de points de vue. Donc, les médias vont couvrir les manifestations, vont couvrir les assemblées citoyennes, vont couvrir tous ces rassemblements où ils peuvent prendre le pouls de la population. Donc, bien évidemment, j'ai plus de chances d'avoir des caméras si je fais une manifestation que si je fais une conférence de presse après un CA. Clair, net et précis. Donc, pourquoi l'astroturfing intéresse autant? C'est pour toutes ces raisons-là. D'une part, parce que on lui accorde une crédibilité, mais aussi parce que la voix citoyenne a l'attention des joueurs qu'on veut rejoindre. Je vous l'ai mentionné, ce n'est pas agréable pour moi à dire, mais ça marche. Personne, en fait, il y a une équipe qui a réussi à prouver le retour sur investissement. C'est une équipe de chercheurs en gestion. Ils ont fait une étude où ils comparaient le retour sur investissement d'une stratégie AstroTurf versus une stratégie classique de lobbying, hein, où je m'inscris, je fais des rencontres auprès des gouvernements et j'ai des retours sur investissement. Et ils ont comparé aussi avec du bear hugging, que j'ai expliqué tout à l'heure, où je m'installe dans une dynamique où je finance un groupe citoyen pour qu'il soit ma marionnette. Donc, ils ont comparé, eux, le retour sur investissement de ces stratégies-là, et ils ont dit clairement, c'est l'astroturfing qui gagne. Mais honnêtement, quand j'ai fait la recherche, je n'ai pas parlé à personne qui m'a gentiment expliqué ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait et à quel point ça avait été gagnant.
Non, il n'y a pas grand monde qui a envie de vous expliquer comment ils ont fait une stratégie frauduleuse. Donc, c'est impossible de quantifier ou de mesurer l'impact réel de ça. Par contre, juste avec la théorie qu'on a en communication, puis on parle de théorie de base, là, que tout le monde a vu en introduction aux théories médiatiques, là, il y a 2 théories fondamentales en communication qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'influence interpersonnelle de Katz et Lazarsfeld. C'est-à-dire que si je veux faire changer l'opinion ou le comportement de quelqu'un, la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser son réseau interpersonnel. Vous ferez plus confiance à votre ami, collègue, beau-frère, à qui vous octroyez déjà une bonne relation, ou mieux, à qui vous reconnaissez une expertise, donc qui sera un leader d'opinion pour vous. Eux ont plus de chances de vous faire changer d'idée que n'importe quelle étude mirabolante ancrée dans 15 ans de recherche longitudinale. Donc, l'idée, c'est que l'astroturfing repose sur cela exactement. La confiance que vous avez envers la voix citoyenne, envers votre assemblée de quartier. C'est ça le nerf de la guerre de l'astroturfing, la confiance. Il y a des chercheurs aussi qui ont essayé de voir si je soumets les gens à une communication authentique, donc une entreprise qui exprime des arguments, et un groupe citoyen qui exprime les mêmes arguments, dans lequel des 2 cas est-ce que les gens vont accrocher le plus au message? Sans grande surprise, au groupe citoyen, bien évidemment. Parce que, comme on le disait, quand quand j'écoute un groupe citoyen, plusieurs de mes barrières, de ma défensive, de ma critique tombent. Donc, c'est malheureux pour moi, mais il faut absolument prendre conscience que ça fonctionne. Ça fonctionne et l'astroturfing qui nous préoccupe le plus aujourd'hui au Québec, c'est l'astroturfing 2.0. Parce que, tu sais, les grandes campagnes, il n'y en a pas tant que ça dans notre microcosme. Il n'y a pas tant d'organisations qui ont autant d'argent à investir. Mais par contre, tout ce qui se passe en ligne, c'est pas cher, c'est rapide et ça se fait vite. Donc, je tiens à mettre l'accent sur l'astroturfing en ligne parce que c'est ce qui est le plus émergent et c'est ce qui est le plus courant chez nous. Donc, quelle forme ça prend? Un faux compte dans les médias sociaux. Très, très, très simple à monter. L'utilisation de logiciels Tweetbots. Comme je vous disais, il est facile de simuler des tempêtes Twitter, de simuler des mises en exergue de certains messages. Vous savez que vous pouvez acheter des followers, vous pouvez acheter des comptes amis. Donc, vous pouvez payer des gens pour retweeter pour vous, pour parler pour vous, pour nourrir votre compte Facebook. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il n'y en a pas de limite aux formes de l'astroturfing. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'énergie que vous avez, votre imagination et vos compétences de programmation. Donc, est-ce qu'il est possible pour moi de vous dire « on va y arriver, il n'y en aura plus » ? Non, jamais. On ne pourra jamais prétendre faire cesser ce type de pratique de communication, comme on n'a jamais pu faire cesser la propagande et comme plein d'autres pratiques malencontreuses de communication. Mais quand même, j'insiste pour vous expliquer pourquoi le 2.0, c'est le terreau le plus fertile pour l'astroturfing. C'est écrit en petit, mais je vais vous les expliquer grosso modo. On dirait, nous, dans le jargon de la recherche, qu'il y a des affinités épistémologiques fortes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis en ligne, je suis dans un état d'esprit qui facilite la réception du message, dans le même sens que lorsque je suis dans une communication astroturf, ça facilite la réception. Donc, simplement dit, en ligne, il est normal d'avoir un avatar. Peu de gens sur Twitter, Facebook, mettent leur vrai nom, leur vraie image, vos comptes Instagram, peu importe. Il est normal d'avoir un avatar. Donc, il est normal de ne pas connaître réellement la source. Donc, dans le 2.0, j'accepte plus facilement des messages de personnes qui ne s'identifient pas. Aussi, c'est acceptable de ne pas s'identifier, toute ma critique sur la source, elle disparaît. Je vous donne un exemple. Lorsque vous ouvrez un journal X versus un journal Y,
vous ne lisez pas les informations de la même manière parce que vous connaissez la culture de chacun de ces médias-là. À la limite, la section du journal et le nom du journaliste ou du chroniqueur orientent votre réception du message. En tout cas, pour nous, les communicateurs, on est assez sensibles à tout ça. Donc, ce filtre que vous avez habituellement, dans le 2.0, souvent, il tombe à cause de cette acceptation du fait que c'est normal d'avoir des avatars. Aussi, au premier temps du web, je ne sais pas si vous vous rappelez quand les blogs sont sortis, les blogs, c'était anonyme et ça permettait de dire à peu près tout ce qu'on voulait. Et c'était justement très intéressant pour ça, parce que les gens y parlaient ouvertement. Alors, c'est resté dans les esprits que les communications en ligne et les blogs sont libres, désintéressées, qu'elles ne sont pas toutes rémunérées. Quand, au contraire, aujourd'hui, entre vous et moi, on sait très bien, la plupart des blogueurs et des Instagrammeurs de haut niveau, c'est leur métier. Ils en vivent. Malheureusement, ces notions-là de l'économie politique, en fait, du 2.0, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui sont au courant de ça. Et surtout pas nos plus jeunes. Ils ne sont pas du tout au courant que l'Instagrammeur est payé pour porter tel vêtement. Ils ne sont pas au courant de toutes ces dynamiques-là. Donc, la réception critique du contenu, elle n'est pas là parce qu'on s'imagine que les gens écrivent sur Facebook par principe, par plaisir, parce qu'ils n'ont rien à y gagner dans les faits. Mais c'est faux. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce maillage fin entre la culture du 2.0 et la culture de l'astroturfing. Donc, finalement, pourquoi ça marche particulièrement en ligne? C'est parce que ce qui arrive à vous via les réseaux sociaux, c'est vos collègues, amis, c'est des personnes que vous suivez, en qui vous avez déjà confiance. Vous avez l'impression que c'est naturel, spontané. C'est un peu la culture du don en ligne. Hein? On partage gratuitement nos opinions. Alors, il faut aussi, dans un principe, je crois beaucoup à l'éducation aux médias, il faut aussi amener les gens à réaliser que ce n'est pas la vérité. Une majorité des communications en ligne s'inscrivent dans une stratégie commerciale plus large. Et ça, je pense que c'est une priorité de sensibiliser, surtout nos plus jeunes, à cette réalité-là. Donc là, tranquillement, j'ai l'air de démoniser les médias sociaux. Hein? Il est vrai que les nouvelles technologies ont permis l'augmentation de l'astroturfing. Il est vrai qu'il est beaucoup plus facile en 2016 qu'en 2000 et qu'en 80 de bâtir un faux groupe citoyen. C'est plus rapide, c'est facile, c'est moins cher. Mais toutes les communications, même les saines, sont aussi plus faciles. Donc, plusieurs personnes pourraient dire, oui, mais Sophie, il y a autant de nouveaux groupes citoyens authentiques aussi qui s'expriment. Donc, il y a un équilibre qui se fait probablement. Oui, sauf que regardons les porte-monnaies de l'un et de l'autre. Il est probable que le faux groupe citoyen a beaucoup plus de ressources et qu'il prend la place du vrai groupe citoyen. Donc, pour moi, c'est important de vous partager le fait que je ne dis pas, et j'insiste, je ne dis pas que le 2.0 cause l'astroturfing, au contraire. Dans les faits, les nouvelles technologies permettent de dénoncer l'astroturfing. C'est par ces réseaux de communication, c'est parce que des gens suscitent des questions, c'est parce qu'on retrace les adresses IP. S'il y a des gens qui font des tweet bots pour stimuler une tempête Twitter, il y a des gens de l'Université de Caroline du Sud qui décèlent, des spécialistes d'intelligence artificielle, qui décèlent les fausses campagnes et qui les dénoncent rapidement. Donc, pour tout le côté éclosion de l'astroturfing, il y a bien évidemment des gens qui s'emploient à le déceler. Et donc, attention de ne pas prendre pour acquis que je suis déterministe et que je vais taper sur les médias sociaux. Au contraire, je pense qu'il faut juste être au courant que ce nouveau terrain de jeu est particulièrement propice à ces stratégies-là. Ça, pour moi, très important de le spécifier. Donc, maintenant que je nous ai tous beaucoup inquiétés avec le fait qu'il y en a partout, que c'est facile, que c'est pas cher et que ça marche. Mais là, je veux qu'on parle de la réalité. La réalité, c'est que lorsque vous êtes
fait prendre. La question, en fait, que j'explique toujours à mes étudiants et même parfois à certains clients, la question, c'est pas combien ça coûte la stratégie AstroTurf. La question, c'est combien ça coûterait rebâtir ta réputation à zéro. La question, c'est combien ça vaut ta base de clients. C'est ça la question. Parce que si on se fait prendre, tout tombe. Pas juste l'agence de RP ou le praticien qui l'a fait, mais l'entreprise qui s'est mis les pieds là-dedans, l'organisation a été dans le côté sombre de la force et il y aura des conséquences importantes. Et ça, souvent, les gens pensent à court terme, résultat, efficacité, visibilité, vente. Et ça, c'est le dilemme du communicateur tout le temps. Hein? On essaie de leur ouvrir les oreillères, mais c'est difficile à faire comprendre. Mais dans les faits, les impacts sont graves. Au point où, dans plusieurs revues de droit et de management, on met en garde les entreprises. Les avocats dans les entreprises disent « ne va pas là, on ne peut pas s'en sauver ». Il n'y a pas de manière de se sortir de ce bourbier-là. Donc, j'insiste, même s'il n'y a pas de loi pour l'astroturfing fait en affaires publiques, en politique, en élection, c'est le couperet de l'opinion publique. C'est le couperet de la réputation. Et ça, c'est très, très grave. Il y a même plusieurs chercheurs qui peuvent mesurer l'impact de cette cachotterie sur la perte de réputation et la perte de confiance. Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre des défis de la communication. Parfois, c'est dur de mesurer nos acquis comme la réputation, mais il faut essayer de le faire pour expliquer aux gens que s'ils s'aventurent sur ce terrain-là, c'est ce qu'ils vont perdre. Donc, peut-être en se terminant ensemble, quelques questions que je vous pose, on pourra en discuter. Donc, qu'est-ce que ça soulève comme enjeu pour les professionnels de la communication? Bien, d'abord, on va être honnête, là, on n'a pas toujours une super réputation. C'est sûr et certain que s'aventurer sur ce terrain-là, ça mine encore plus notre réputation, non pas en tant que praticien, mais aussi en tant que profession. Et on fait beaucoup d'efforts pour structurer cette profession des communications. Et je pense que aller sur ce terrain-là, c'est de miner ces efforts-là. Et surtout, encore là, peut-être un peu idéaliste, mais si ce n'est pas ce soir qu'on est idéaliste, ce sera quand? Les relations publiques et les communications publiques sont, selon moi, une priorité pour maintenir une société saine, qui se parle, qui s'écoute et qui communique. Dans la mesure où je commence à tendre vers des stratégies frauduleuses, ce que je fais, c'est que j'empoisonne et je mine ce discours, ce dialogue qu'on peine à installer. Donc, je vous laisserai peut-être sur ces idées-là, qui sont, comme je vous dis, peut-être un peu plus larges et un peu idéalistes, mais l'idée, c'est que si il y a l'astroturfing, si je collabore à l'astroturfing, qu'est-ce que je fais? Je vole la place à la voix réelle citoyenne. Parce qu'un média a un espace limité. Parce que vous, en tant que citoyen, vous avez un nombre de minutes limité à consulter le fil Facebook et les médias. Et donc, quand une fausse voix citoyenne entre dans votre fil, elle bloque l'attention à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Quand l'astroturfing oriente un débat public, oriente un projet de loi, elle fait en sorte, donc, de contrôler l'agenda public. Et probablement que plusieurs des décisions prises par nos gouvernements ont été et sont influencées faussement par l'astroturfing. Et finalement, ce qui est encore plus dangereux, selon moi, c'est cette fameuse idée de la spirale du silence. Donc, si un groupe citoyen ou un citoyen sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, par exemple l'implantation d'une usine sur le bord de sa rivière, mais il voit qu'il y a un groupe citoyen qui est pour. Et ce groupe citoyen est fort, il est gros, il est organisé, ils sont présents, mais ce citoyen-là ne se sentira pas légitimé de s'exprimer. Alors, un faux groupe citoyen va éteindre une réelle voix citoyenne. Et ça, c'est un problème dans une société. Parce que pour que quelqu'un décide de mettre de l'énergie à s'investir dans une communication citoyenne, c'est déjà un énorme investissement. Alors, si on est pour les décourager en plus, vraiment, je pense, selon moi, on éteint tranquillement cette communication démocratique. Donc, l'astroturfing, que ce soit
en marketing, en affaires publiques, peu importe où est-ce que c'est à proscrire, c'est frauduleux, c'est un problème éthique, légal, c'est un problème, donc, de société, selon moi. Et si, comme communicateur, on le prend à bras-le-corps et on l'assume et on le bannit, mais je pense qu'on peut sensibiliser un ensemble de citoyens à ne pas non plus se faire berner avec tout ça. Donc, j'espère que vous avez appris certaines choses et j'espère surtout que vous avez des belles questions. Ça va être intéressant de débattre ensemble. Merci beaucoup. Alors oui, c'est allumé. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'on a des questions dans la salle. Denis, tu as sûrement des questions en ligne aussi? Oui, on est prêt. Alors, est-ce qu'on commence par une question dans la salle? Oui, vas-y. On brise la glace. Bonsoir. Bonsoir. Si une entreprise décide de choisir le inbound marketing, qui est de faire de la diffusion de la bonne information, elle ne pourra pas faire du astroturfing. Il y a un choix d'entreprise aussi. Oui, il y a un choix d'entreprise parce que parfois, donc, il va y avoir, au niveau décisionnel, il y a parfois des prises de position claires. Et donc, ça va être, on est d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Par ailleurs, ce que je remarquais dans la recherche, c'est que parfois, c'était un employé qui, de son propre chef, avait décidé de. Vous me suivez? Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que, dans le fond, on a passé subtilement la commande par en dessous? Ce que je veux dire, c'est que même si parfois on a une image très correcte, ça va arriver souvent. Donc, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Okay. Mais c'est vrai que ce n'est pas une majorité de gens qui vont s'y adonner. Oui, une question qui vient en ligne. Est-ce que les faux citoyens payés pour seront pénalisés si l'astroturfing est illégal? Bien, d'abord, comme je vous disais, c'est que malheureusement, et j'insiste, tout ce qui est l'astroturfing dans la sphère publique politique n'est toujours pas encadré. Et donc, dans un monde idéal, il y aurait des pénalités pour ces gens-là, au même titre que les gens qui font du lobbying sans s'inscrire. Sauf que le lobbying doit se faire directement auprès d'un élu, tandis que les manifestants ou les gens qui sont embauchés pour faire du paper post, eux, s'adressent à l'opinion publique. Alors, je ne sais même pas si ça tomberait dans la juridiction de qui que ce soit, outre celle des communicateurs qui doivent, ou, encore une fois, la plupart des cas où on dénonce l'astroturfing, c'est quoi les situations? C'est que, par exemple, il y en a beaucoup aussi autour de l'environnement, hein, le climate change et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on décèle les faux groupes et les faux interlocuteurs? C'est que les gens qui sont des militants depuis 10, 15, 20 ans se connaissent très bien. Et là, soudainement, il y en a un nouveau qui arrive dans le terrain, que personne ne connaît, qui arrive tambour et trompette avec tous les gros moyens. Donc, souvent, la délation puis la dénonciation se fait à l'intérieur même de ces sphères d'experts, de connaisseurs qui étouffent l'astroturfing entre eux parce qu'ils les voient venir, parce que c'est leur terrain de jeu sur lequel ils sont. Donc, est-ce qu'on peut penser que ces cas, comme la question que vous posez, ça se réglerait à l'interne, en guillemets? Probablement. Dans le même ordre d'idée, sur quelle base peut-on poursuivre en justice des responsables d'astroturfing? Alors, encore une fois, l'idée, c'est que c'est simplement sur le plan du marketing présentement, en cause du Bureau de la concurrence du Canada, où on a une possibilité, une réglementation qui le permet. La seule et unique manière de pouvoir arriver à déposer une plainte, c'est de pouvoir fournir les preuves et les traces. Hein? Et ça, c'est quoi? Bien, ça prend des documents internes coulés. Ça prend des preuves donc de traçabilité en ligne, donc des adresses IP. Je donne un autre exemple. Tout l'astroturfing 2.0, on le remarque souvent parce que les gens qui gèrent les blogs ou les forums, eux voient l'origine des adresses des gens qui contribuent. Et à un moment donné, ils voient bien que la même adresse IP a 6, 8, 10 personnes. Fort improbable. Donc, l'idée, c'est de toujours, pour pouvoir porter une accusation, ça prend une trace et une preuve, comme dans n'importe quelle accusation. C'est pour ça que dans la recherche, je n'ai pu que travailler à partir des dénonciations qui avaient des traces plausibles. Mais rassurez-vous, rapidement, j'en ai trouvé 99. Il s'agit surtout de protéger les lanceurs d'alerte parce que c'est eux qui vont pouvoir les amener. Parce que la plupart du temps, c'est des lanceurs d'alerte
ou des hackers, littéralement, des pirates informatiques qui réussissent à trouver cette information-là. Ben, moi, c'est Gérard. Ma question est de savoir, est-ce qu'en Amérique du Nord, on utilise vraiment, on autorise officiellement l'astroturfing? Parce que quand je prends le cas, par exemple, de Primerica, qui est une compagnie qui travaille beaucoup plus dans l'assurance, et puis bien d'autres, mais qui utilise beaucoup le réseau des personnes. Les personnes qui te sont vraiment proches, de sorte que quand ils te parlent, automatiquement, ton avis change. Il t'influence directement. C'est-tu correct? Ou bien il y a une solution pour pouvoir arrêter ce phénomène qui ne fait que prendre de l'ampleur de plus en plus? Oui. Ce que vous exprimez comme situation me semble proche de deux concepts qu'on voit beaucoup. En communication, ces temps-ci, la grande mode, c'est de faire de nos employés des ambassadeurs de marque. Hein? Donc, on demande à nos employés de promouvoir la culture d'entreprise, etc. Je pense que c'est un peu ça que vous exprimez. Donc, on demande à des gens de me convaincre informellement, etc. Donc, encore là, c'est ça qui est la difficulté de ces stratégies de communication, c'est que si je n'ai pas une trace officielle que c'est une politique d'entreprise et que c'est demandé explicitement, on ne peut rien faire. Quelqu'un peut être sincèrement convaincu que son entreprise est merveilleuse. Il a tout à fait le droit de l'exprimer sur les 1000 plateformes qu'il le désire. Là où c'est problématique, c'est par exemple dans le cas de Microsoft, c'est sorti, c'est de notoriété mondiale. Microsoft a un département qui s'appelle les Technical Evangelists. Pardonnez-moi l'expression anglophone, mais c'est essentiellement un groupe de spécialistes techniques qui sont embauchés exclusivement pour faire la promotion des produits et services Microsoft à travers. Donc, c'est pas anodin le mot « évangéliste ». C'est fort, là. Fait que l'idée, c'est de promouvoir tout ça. Donc, c'est ça qui peut nous donner l'impression qu'on va baisser les bras parce qu'on ne pourra jamais arrêter ça. Parce que si on arrêtait ça, on demanderait aux gens de ne plus s'exprimer lorsqu'ils sont satisfaits de quelque chose, lorsqu'ils sont heureux. Vous voyez la ligne qui est à quel point elle est grise. C'est pour ça que, pour l'instant, ce n'est que la sphère commerciale qui a tranché. Parce que les lois sur la publicité sont claires, on ne peut pas transmettre d'informations qui sont erronées. Et là, ils ont poussé plus loin en disant on doit absolument montrer sa réelle source d'information. Mais tout le reste, on est dans le flou. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Oui, je pense que la réponse a déjà été donnée, mais je la pose quand même. Comment détecter l'astroturfing? Cela semble plus difficile à détecter que les autres formes de désinformation. Est-ce le cas? Tout à fait. C'est extrêmement difficile et récemment, j'ai fait une conférence auprès de cégepiens et je trouve que c'est l'âge parfait pour les sensibiliser à ça. Comment j'ai fait pour détecter l'astroturfing? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le niveau 1, ça a l'air très ésotérique ce que je vais dire, mais le niveau 1, c'est votre instinct. Vous savez lorsqu'un message ne colle pas avec la réalité. Lorsque le message est en dissonance avec ce que vous connaissez, vos impressions à vous. Ensuite de ça, le deuxième niveau, c'est l'esprit critique. Est-ce que je connais la source? Qui est cette source? La plupart du temps, vous lisez quelque chose sur Facebook, dans le métro, dans le trafic, peu importe, on ne va pas vérifier d'où vient la nouvelle. On ne va pas vérifier qui est le blogueur. On n'a pas le temps. Bien ça, là, c'est une victoire numéro 1 pour l'astroturfing. Parce que vous l'avez lu, c'est rentré, parfait. Donc, niveau numéro 2 pour déceler l'astroturfing, perspective critique sur la source. Et idéalement, le dernier niveau, c'est d'aller challenger la source. Mais je sais que tout ça est fort utopique, considérant qu'on souffre tous d'une surcharge informationnelle et d'une fatigue informationnelle. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des gens dans notre société, comme nos journalistes, qui ne sont pas moins surchargés et fatigués que nous, comprenons-nous, mais nos journalistes, ça fait partie de leur boulot. Alors, les réflexes journalistiques m'apparaissent être des réflexes que tout citoyen devrait développer lorsqu'il lit de l'information. Et ça fait partie de comment je décèle l'astroturfing, creuser la source, aller demander des réponses. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a vraiment personne derrière la page Facebook. On a encore quelques questions en ligne? Oui, quand on parle de journaliste, ça amène une question qui apparaît dans mon fil. Qu'est-ce qu'on fait de l'éthique en communication si ce sont les professionnels eux-mêmes qui embarquent? Qu'est-ce qu'on fait comme?
Qu'est-ce qu'on fait de l'éthique en communication? Oui, on aurait pu faire 20 minutes juste sur ça. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que les codes de déontologie, et là, on va faire des liens avec les autres conférences que vous avez eues sur la certification en communication et tous ces enjeux-là de professionnalisation. Les codes de déontologie en communication, aussi loin qu'on remonte au code d'Athènes, sont très clairs sur le fait que c'est inacceptable, intraitablement, il n'y a aucune excuse, et l'astroturfing s'inscrit en faux contre, de mémoire, au moins 6 des 12 points des codes de déontologie. C'est évident. Sauf que la vraie vie, c'est qu'il y a un client devant vous. Et il vous dit, comment tu vas faire pour être sûr qu'il y a des blogueurs à l'événement? Bien, vous les invitez, les blogueurs. Puis, bien, ils viennent. Puis, ils bloguent. Est-ce qu'ils vont dire oui ou non qu'ils ont été invités, qu'ils ont été payés, qu'ils ont eu des billets de faveur? Alors, cette ligne-là, elle est très mince quand on a les 2 pieds dedans. Alors, moi, ce que je dirais aux professionnels, c'est justement, je sais que la zone de gris, elle est parfois gris clair, parfois gris foncé. Donc, l'idée, c'est de toujours se dire, quels sont mes 2 critères? Est-ce que ma source est cachée et est-ce que je prétends être strictement citoyen? Donc, par exemple, dans le cas des blogueurs, est-ce que je peux exiger des blogueurs invités qu'ils le disent, qu'ils sont invités? Qu'ils le disent, comme nos journalistes le font dans certaines sections du journal. Donc, malheureusement, comme dans tous les métiers et comme dans toutes les pratiques, il y aura des gens qui vont tendre vers des pratiques moins saines, mais, comme je l'ai dit à la blague avant la conférence, moi, j'ai des amis qui m'appellent pour me dire qu'ils ont perdu des clients à cause de moi, parce qu'ils ont refusé de faire des tactiques d'astroturfing. Et ce n'est que comme ça, lorsque certaines personnes vont être prêtes à perdre pour gagner, finalement, qu'on va pouvoir faire avancer le métier. Et ça passe par une multitude d'outils de certification, d'ordre professionnel, et ça, je ne peux que renforcer les propos de mes collègues universitaires sur l'importance de ces mécanismes-là pour nous. Bonjour, Sophie. Bonjour. Lorsqu'on parle de commanditer un porte-parole ou on disait que c'était pas du astroturfing ou même à la limite le bear hugging. Excellent. D'un point de vue commandite, on choisit une cause, on adopte un comportement ou pourquoi la ligne est aussi tranchée lorsqu'on parle d'astroturfing? Donc, on commandite un groupe ou des militants, ce ne serait pas tout aussi légitime ou ce ne serait pas tout aussi valable pour l'organisation? Ce n'est pas légitime. La différence, elle est la différence entre je commandite un événement ou une cause. Comme par exemple, dans les nouvelles aujourd'hui, je voyais que le commandant Piché et sa fondation sont rattachés à Maléric. Oui, le Red Bull Crash Ice, mettons. La marque Red Bull s'associe à tout plein d'athlètes, à tout plein de sports et d'activités. Elle stimule un marketing, si on veut, sociétal. Elle stimule une image qu'elle cultive de cette direction-là, car dans le fond, c'est une boisson énergétique, puis c'est un produit. Oh, il y a une connexion directe avec sa clientèle. Mais c'est ça, la différence, elle est simple, elle est nette. C'est fait au grand jour. Dans la mesure où c'est fait au grand jour, faites ce qu'il vous plaît, ma parole. Mais quand je me cache, là, j'ai un problème. J'en ai un premier. Puis quand, en plus, j'utilise la crédibilité citoyenne pour faire passer mon message, là, excusez-moi, ça ne marche plus. Donc, à la limite que je me cache, comme on disait, je vais financer quelque chose, mais je ne vais jamais mettre mon logo avec. Je vais juste mettre de l'argent dans la cagnotte, puis laisser le CA continuer à être le visage. Ça, déjà, c'est limite éthique. Mais quand, en plus, je m'approprie la voix de quelqu'un d'autre, le problème, là, c'est dans le fait que c'est caché. Je vous dirais, c'est la même chose par rapport à un article de journal, un publi-reportage et une pub. OK? Pour nous, en communication, la différence est claire, nette et précise. Honnêtement, monsieur, madame, tout le monde qui ouvre son journal, je ne suis pas sûre que la différence est si claire que ça. Et de plus en plus, malheureusement, les impératifs financiers font en sorte qu'il y ait de plus en plus de flou là-dedans, dans nos médias. Donc, c'est la même chose qu'il y a avec l'astroturfing. Je parle à mon propre nom. Je finance quelqu'un, je l'influence par en arrière, mais c'est lui qui parle.
ou tout simplement, je fais semblant que je n'existais pas, je me mets un visage sympathique, désintéressé, citoyen, et je vous passe des messages. Donc, la simple réponse à votre question, c'est caché. Je me cache. Encore quelques questions en ligne? Oui. Est-ce que l'astroturfing peut parfois être utilisé pour faire tomber une industrie concurrente? Ah, totalement. Totalement. L'astroturfing, là, quand on est rendu là, on est rendu dans les mesures de guerre. Hein? Puis la guerre, c'est pas toujours chic. Donc, évidemment que souvent, dans ce qu'on va voir dans une industrie, acteur 1 dit « il fait de l'astroturfing », 3 jours après, acteur 2 dit « il fait pareil ». C'est normal, c'est des tactiques terrain. Donc oui, on peut faire ça. Et oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des pertes de réputation assez rapides à cause de ces stratégies-là qui sont dénoncées. C'est peut-être plus une intervention, en fait, parce qu'on parle du 2.0. Oui. Moi, en fait, je suis un blogueur, mais je me fais pas aimer pour qui je blogue parce que je ne mets pas sur des produits sur lesquels je blogue. Mais en fait, c'est comme une information, c'est que Google, depuis 2 mois, exige que les blogueurs qui font des blogs commandités indiquent le nofollow pour pas que l'article aide le référencement de l'entreprise ou du produit en question. C'est très bien. Alors, depuis 2 mois, ils coupent des comptes liés à tout ce qui est lié à Google par rapport à ces blogueurs-là qui se servent de Google pour se référencer. Non, mais c'est ça, c'est que, comme je vous disais, la technologie, oui, ouvre des portes, mais la technologie va aussi s'auto-réguler et les grands joueurs vont aussi bloquer des portes parce qu'ils voient bien là, cette mouvance-là. Très intéressant. Merci. Oui, en ligne, est-ce que les gens sont suffisamment alphabétisés technologiquement parlant et critiques pour savoir s'ils sont en présence d'astroturfing? Non. Malheureusement, non. Il y a quelques mois, on était à une conférence sur l'éducation aux médias et on parlait avec des enseignants au primaire et au secondaire. Et au-delà de comprendre comment ça fonctionne, l'Internet, là, les discussions qu'il y avait, c'était il faut leur faire comprendre ce que nous, on appelle l'économie politique. Je donne un exemple très simple. L'adolescent moyen est certain que les Instagrammeurs et YouTubers très populaires là, de maquillage ou de e-arts, electronic gaming, je ne sais trop, sont sûrs et certains, eux, là, qui font ça bénévole pour le plaisir. Quand ils apprennent que ces gens-là font des dizaines de milliers de dollars par mois, et pour les grands commentateurs de jeux en ligne, c'est plusieurs millions par année, ils tombent de leur chaise. Et là, c'est de les éduquer à leur faire comprendre, par exemple, que le produit, c'est eux, et non pas ce qu'ils écoutent. Donc, je suis tout à fait d'accord. Poser la question, c'est y répondre. D'après moi, non, les gens n'ont pas assez de littératie médiatique, qui aujourd'hui, donc, c'est la littératie 2.0. Et c'est, comme l'école n'est tellement pas assez occupée ces temps-ci, je crois qu'il faudrait qu'on leur rajoute ça en plus dans leur programme éducatif. Ça fait partie, ce qu'ils lisent essentiellement, nos jeunes, c'est ce qui se passe en ligne. Alors, ça devrait devenir aussi des notions de base. Alors, le temps passe. Est-ce qu'on a encore 3 questions en ligne, c'est Oui. ça, pour conclure rapidement? Oui, des compagnies fort connues se sont fait prendre en flagrant délit de planification d'astroturfing, Oui. mais restent tout de même très présentes dans la sphère publique. À quel point cela peut-il leur nuire? Ça va leur nuire. Vous savez, parfois, on va dire les gens votent avec leur argent. Ça va leur nuire dans la mesure où les gens vont cesser d'écouter. C'est-à-dire que, on nommera pas d'entreprise, mais évidemment, certains se font semoncer, taper sur les doigts, ils tombent en berne quelques mois et ils reviennent. Alors, ces gens-là, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien pour les semoncer, il n'y a que l'opinion publique, il n'y a que votre vote citoyen de les écouter, de les suivre, de les challenger. Donc, je vous dirais que malheureusement, ça revient à nous, comme population, de les punir, entre guillemets, pour ces activités-là et ces actions-là. Devrait-on, pour résorber le problème, récompenser les entreprises plus transparentes, offrir des raisons d'adopter des nouveaux réflexes et rapports avec leur public? Tellement. Et voyez-vous, dans la sphère des relations publiques, il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs prix qui sont remis pour les meilleures campagnes ou pour les
pratique novatrice. Et je pense que cette idée de transparence devrait être récompensée. Et ça devrait être des choses qui sont, encore une fois, qu'on éduque les gens à. J'aimerais, dans une société, qu'on éduque les gens au processus de création de l'information. Comment une nouvelle se retrouve-t-elle dans ton journal? Et donc j'insiste, ça revient à la réponse de tout à l'heure. Si nous n'exigeons pas des réponses et n'exigeons pas de transparence, pourquoi nous la donneraient-ils? Honnêtement. Donc, il s'agit que nous demandions ce à quoi on a droit finalement. Oui. Une Dernière toute question pour dernière. conclure. Oui, nous vivons dans un monde aux intérêts différents, voire même divergents. Ces deux groupes aux moyens importants, disons un syndicat et une entreprise, interviennent dans la sphère publique et dans les médias sociaux. Quand peut-on considérer que l'on fait de l'astroturfing de part et d'autre? Je vous dirais que ça serait d'analyser chacune des stratégies une à une. Et ça, ben, ça peut être long et pénible. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui vient souvent avec toute cette idée du militantisme. Et là, souvent, on le dit à la blague, avec une collègue, Stéphanie Yates, on a trouvé ça. La différence, elle réside dans une lettre. Hein. Stimuler la participation citoyenne, c'est parfait. Amener les gens à s'exprimer, amener les gens à dire leur opinion, stimuler, donc un syndicat demande à ses membres de s'exprimer, peu importe, c'est merveilleux. Un parti politique qui demande à ses gens de s'impliquer, parfait. Stimuler la participation citoyenne, super. Simuler, faire semblant, ça ne marche pas. Donc, quand est-ce qu'un ou l'autre tombe dans l'astroturfing? Ben, tant que je stimule ouvertement, ça va. Mais quand je simule, j'achète des followers, j'utilise des listes de contacts informatisées pour promouvoir des choses à l'insu des gens, ça ne marche pas. Donc, simulation, non. Stimulation, oui. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai pas parlé de votre livre, on peut le trouver En librairie, en ligne, dans les bonnes bibliothèques. Usurpation de l'identité citoyenne dans l'espace public, aux éditions. Les PUC. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste pour terminer, si vous me permettez 2 secondes, vous avez eu un petit questionnaire d'évaluation. Prenez le temps de le remplir. Dans la salle, vous pouvez le déposer sur la table en sortant. Les réponses en ligne, vous pouvez les envoyer à Denis, vous expliquer comment faire. Je vous donne rendez-vous sur nos sites web, toile.coop, sur Twitter, sur Facebook, pour être tenu au courant de nos activités. Et je vous invite aussi à être présent le 1er juin pour la conclusion de cette année des grands communicateurs. Ce sera avec Michel Solis. Nous parlerons du droit sur Internet. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.